Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Appel à projet organisé par Systématique. Aujourd'hui, nous allons traiter deux volets, un volet sur les dispositifs et les appels à projets nationaux en première partie avec l'intervention de l'INRIA pour présenter les appels à projets de transfert. C'est Michel Moni qui présentera cet appel, suivi d'une intervention de l'IRT Systémix qui présentera 3 projets en cours en recherche de partenariat. D'Inergie fera un focus sur l'accompagnement pour l'IDEMO région. Nokia Bell Labs avec Oriane Maréchal nous rejoindra pour présenter l'AMI 5G Open Road et le volet européen sera traité par Thierry Louvet, directeur européen international, et Léo Benedetti de Systématique. Et je vais laisser tout de suite la parole à Michel Moni. Merci Soumaya, bonjour à tous. Alors attendez que je fasse démarrer mon timer pour pas déborder. Voilà, je poste un petit message dans le chat pour vous donner mon adresse électronique. Donc je suis Michel Moni, je travaille à l'INRIA et je coordonne au PTCC, donc au programme du transfert au campus cyber. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans une minute. Donc je coordonne tout ce qui est projet de recherche partenariale et de transfert, et je vais essayer de vous raconter un petit peu ici en quoi consistent les appels à projets et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre que nous offrons. Alors, donc tout ça se place dans le contexte de la stratégie nationale pour la cybersécurité France 2030. Dans ce cadre, donc, il y a la mise en place d'un réseau des campus cyber. Donc, celui que vous voyez au centre de la planche là, c'est une vue d'artiste de celui de la Défense, mais il y en a d'autres qui sont en cours de, qui émergent. Il y en a un à Lille, il y en a un à Bordeaux, et je pense qu'il y en a d'autres en préparation. Dans ce contexte aussi de stratégie nationale, il y a ce qu'on appelle les PEPR, donc c'est un dispositif qui est bien connu des chercheurs, qui là aussi vise à faire en sorte que certaines thématiques soient accélérées du point de vue recherche. Donc il y a un PEPR cybersécurité. Et donc moi je suis dans le cadre du programme de transfert au campus cyber, donc qui est encadré ici, qui est doté de 40 millions d'euros et qui court alors depuis 1 an et demi maintenant sur 60 mois. J'espère qu'on aura l'occasion de le prolonger un petit peu parce que voilà, la mise en place n'a pas été ultra rapide. Donc dans ce contexte, au PTCC, donc programme de transfert au campus cyber, c'est un programme qui est structuré autour d'un certain nombre d'axes. Je vais vous parler des axes qui sont entourés, donc les appels à projets, mais il y a aussi de l'aide à l'entrepreneuriat, de la formation continue, des services à la communauté, et tout ça est opéré par l'INRIA, mais pour le compte de la communauté académique. Alors, les appels à projets, donc il y a deux types de projets qui peuvent recevoir de l'aide dans ce contexte. D'une part, des projets de recherche partenariale qui associent essentiellement des acteurs académiques, d'accord. Alors j'ai ajouté ici étatiques, voire industriels, qui peuvent être associés naturellement au projet, je vais y revenir, mais qui ne sont pas financés dans ce contexte. Et un autre volet qui s'appelle des projets de transfert de résultats de recherche, cette fois-ci, qui sont portés par un consortium de partenaires publics et ou privés. Donc typiquement, le consortium, le partenariat, c'est un acteur académique qui dispose d'un résultat de recherche à transférer. Et le transfert est géré, enfin le produit, si c'est en termes de produit que ça se passe, sera pris en charge par l'industriel qui est aussi le second partenaire typiquement des projets. Il y a d'autres cas de figure, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu le cas typique. Alors, les projets de recherche partenariale, donc là on a un volume global de 7,6 millions pour financer de l'ordre de 5 projets, ça peut être 6 hein, selon les aides qui sont demandées. Et là, il s'agit donc en complément de ce qui se fait dans le PEPR cybersécurité, de produire des résultats de recherche avec une visée applicative relativement forte. Donc l'idée, c'est que dans un contexte industriel ou réel, disons, à
à moyen terme, ou à court terme éventuellement, mais souvent à moyen terme, eh bien, les résultats du projet deviennent utilisables pour apporter des éléments de réponse, des solutions, à des cas d'usage avérés. Donc, ce sont les académiques qui sont financés. En général, les consortiums ne contiennent que des académiques, donc ce sont des projets de recherche. Ça dure de 36 à 48 mois pour pouvoir y financer des thèses de doctorat, notamment. Ce sont les thésards qui, en général, font les détails de la recherche. Naturellement, ils sont encadrés. L'implication d'acteurs industriels, elle n'est pas naturellement indispensable dans le projet, mais elle est souhaitée parce que justement, on a besoin que ces projets de recherche développent in fine des éléments de réponse à des cas d'usage, et la présence d'industriels dans le montage du projet, pas forcément comme partenaire, mais dans le montage, est souhaitable justement pour valider ces cas d'usage. D'accord. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Je vais revenir un petit peu plus tard aussi dans quelques questions que j'ai évoquées. L'appel à projet est permanent, c'est-à-dire que c'est ouvert depuis quelques mois et c'est ouvert actuellement. Voilà, donc les propositions de projet sont les bienvenues. Il est important de contacter donc la direction de programme, moi en particulier, si vous avez mon contact, pour justement qu'on vous aide à monter le projet. Hein, donc, il faut faire ça relativement tôt pour faire en sorte que le projet ait les bonnes caractéristiques, le bon cadrage, et que la proposition soit rédigée comme attendu par le processus d'instruction. Donc, il y a une aide au montage du projet qui est fournie, qui est gratuite, hein, il n'y a pas de difficulté. Et c'est important pour ne pas se tromper, c'est toujours douloureux de monter un projet et puis de se voir rejeté parce que l'une des contraintes n'est pas satisfaite. On ne finance que les salaires et les charges des personnels. Il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de matériel, et la demande de financement maximale est de 1,3 million. Alors, il peut s'ajouter pour les institutions de recherche des frais généraux qui peuvent aller jusqu'à 20%, qui peuvent dépasser, enfin faire en sorte que cette limite est dépassée. Mais en gros, on ne finance que des salaires et charges de typiquement doctorants, post-doctorants, ingénieurs et un petit peu des encadrants aussi pour leur taux d'encadrement. Voilà, les projets, alors pardon, je n'appuie pas sur le bon bouton, voilà, les projets de transfert, eux, donc c'est un autre type de projet. L'enveloppe globale est un petit peu plus élevée, le financement par projet est moindre, ce qui nous autorise à financer en gros une vingtaine de projets, c'est un petit peu ça que l'on vise. Là, il s'agit vraiment de transfert, c'est-à-dire que on part de résultats de recherche et on fait en sorte que le projet vise à réaliser, à maturer en gros ces résultats pour typiquement réaliser, je ne sais pas, des logiciels, des objets technologiques, hein, la définition est un petit peu vague, qui vont être transférés vers le monde réel. Donc souvent, c'est des entreprises, comme je disais au début, mais on va voir que ce n'est pas le seul cas de figure. Donc en gros, vers des produits qui trouvent leurs usages et qui naturellement apportent des solutions, là aussi à des problèmes concrets qui correspondent à des cas d'usage identifiés. De nouveau, le porteur ici est académique. Naturellement, il y a des partenaires privés qui sont autorisés dans les consortiums. C'est le porteur académique qui reçoit l'essentiel du financement pour embaucher typiquement des ingénieurs qui vont partir du résultat de recherche et commencer à développer le produit, entre guillemets. Un membre du consortium doit être un membre d'un campus cyber, c'est difficile à dire. C'est une contrainte qui est assez facile à réaliser parce que au campus cyber, il y a beaucoup, notamment d'académiques qui sont représentés. Il y a l'INRIA, il y a le CNRS. Donc, c'est pas super compliqué comme contrainte. Là aussi, c'est un appel à projet permanent. Pour les détails des appels à projets, ce sont des projets qui sont plus courts, typiquement 1 an ou 2 ans, en fonction naturellement du travail qu'il y a à faire. Les niveaux de maturité attendus, c'est TRL 4 à 6 pour parler en termes de maturité sur une échelle relativement bien connue.
Le financement maximum est de 600 000 € pour un projet de 2 ans. Et là aussi, on ne finance que les salaires et les charges de personnel pour le moment, donc ingénieurs et encadrants. Je pense qu'il faut, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut discuter et éventuellement changer un petit peu les modalités. On vient juste de commencer. En particulier, il peut y avoir des déplacements qui sont nécessaires pour exécuter le projet. Et je pense qu'on va essayer de modifier les appels à projets pour prendre en compte un financement éventuellement partiel de ces charges d'exécution du projet. En tout cas, il n'y a pas de coût d'environnement, il n'y a pas d'achat de matériel. Les financements apportés aux partenaires industriels, eux, ils sont destinés à couvrir une partie de leurs coûts de développement, donc des coûts directs, en complément de leurs apports. Le taux d'aide, il est fixé par la communauté européenne essentiellement, donc c'est de 30 à 45% selon la taille d'entreprise. Et le programme a décidé de borner, de limiter cette aide à 100 000 €. Voilà, ça c'est l'état actuel des choses. Donc, des projets plus petits, plus nombreux et vraiment avec une visée un peu concrète. Il me reste 3 minutes, donc je vais juste vous décrire très rapidement la structure des appels à projets. En gros, il y a une structure commune de comment le texte est organisé, des particularités selon chacun des types de projets, des éléments que j'ai déjà donnés dans la présentation il y a quelques minutes. Et puis, on demande au projet de contribuer à l'animation scientifique du campus cyber, c'est-à-dire que quand il y a une réunion, eh bien, cette réunion, si elle peut être publique ou au moins partagée avec les acteurs du campus cyber, on en fait un événement local, de sorte à ce que ça contribue non seulement à l'animation, mais aussi ça permette de faire émerger d'autres idées, d'autres partenariats éventuellement pour avoir d'autres propositions de projet. Voilà. Ça, c'est les instances du PTCC. En gros, moi, je suis à la direction de programme, parce que je ne suis pas le directeur, mais je contribue à la direction de programme. Il y a un comité technique qui aide au montage des projets et le comité des opérations qui, lui, valide, décide d'attribuer ou non une aide à un projet. Je ne détaille pas ce transparent-là, vous pouvez accéder à ces slides, je pense, d'une autre façon. J'ai quelques transparents très rapides sur la mécanique d'instruction, une phase de recevabilité où c'est la direction de programme et le comité technique qui travaillent, avec un retour vers les porteurs du projet, puis ensuite une nouvelle version qui intègre les remarques qui ont été faites, cette fois-ci qui est soumise au comité technique, est soumise ensuite à des experts extérieurs pour éviter des conflits d'intérêts, et puis ensuite on demande au comité des opérations de valider ou non la demande d'aide qui est formulée, et ensuite un retour vers les porteurs. J'ai quelques questions dont je pense qu'elles viennent assez naturellement. Quand je parle de partenaires industriels, est-ce que ça peut être aussi des partenaires étatiques, genre la DGA, l'ANSSI, etc. Donc la réponse est oui en général. Là où on parle de partenaires industriels, on peut mettre à la place un partenaire étatique, sauf que les partenaires étatiques ne sont jamais financés, voilà, alors qu'un partenaire industriel peut l'être dans le cadre d'un projet de transfert. Est-ce qu'on doit avoir un partenaire industriel ou étatique dans un projet de recherche partenariale? Donc la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. C'est utile au montage, donc je vous invite à être présent, si vous êtes industriel, dans le cadre du montage, accepter d'être invité à aider au montage de ces projets. Voilà. Vous pouvez aussi être partenaire si vous êtes industriel, mais naturellement, il n'y a pas de financement dans le contexte d'un projet de recherche. Ça, c'est une question qui est assez importante, je pense. Est-ce qu'un projet de transfert peut concerner un logiciel open source? La réponse est oui. Et donc, du coup, on ne parle pas forcément de partenaires industriels ou pas forcément d'industriels financés. Ce qui se passe, c'est que puisqu'il s'agit dans le cadre des projets de transfert de produire des résultats concrets, lorsque un projet porte sur la maturation d'un logiciel open source, il est important que ce logiciel ait déjà une communauté de développeurs, une communauté d'utilisateurs, une communauté dynamique, puisqu'il s'agit de, en gros, maturer ce logiciel pour qu'il devienne une solution réelle et effective. Et donc, on part de quelque chose qui existe déjà, qui a déjà une dynamique. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important.
Il y a des problématiques naturellement de propriété intellectuelle dans le cadre de ces projets. Et là, je vais botter un petit peu en touche à cette question, pardon, puisque chaque projet donne lieu à la rédaction et la signature d'un accord de consortium qui gère ces aspects. Et donc, c'est une négociation typiquement entre les partenaires du projet qui a lieu pour ces aspects-là. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je n'ai pas regardé les questions, mais il n'y a pas de questions posées dans le chat. Donc, voilà, alors c'est pas moi qui ai passé à la suite. Donc, je vous invite à me contacter, michel.moni@itineria.fr. Si vous voulez des informations complémentaires, je vous répondrai et vous aiderai avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Michel. Vous pouvez toujours poser vos questions à Michel dans l'onglet questions. Il reste parmi nous jusqu'à la fin du webinaire. Et on va passer à la présentation de l'IRT Systemix. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Yann Briand, en charge des activités mobilité et logistique au sein de l'IRT Systemix. Et je vais vous présenter 3 projets qui sont en cours de montage actuellement au sein de l'IRT, donc pour lesquels on est en train de définir le scope et surtout pour lesquels on est en train de consolider un consortium. Donc, dans ce cadre, on recherche des partenaires industriels pour y participer. Le premier projet s'appelle MED pour mobilité, énergie et décarbonation. On se place dans le contexte d'une évolution structurelle du mix énergétique à un horizon 2030 avec le déploiement massif de véhicules et d'infrastructures de recharge alternatives aux énergies fossiles. Et dans ce cadre-là, on estime qu'il est nécessaire de concevoir des stratégies multifilières pour anticiper et appréhender le passage à l'échelle, la massification de ces nouveaux véhicules et les infrastructures qui vont avec. Et donc, derrière, l'approche que l'on retient, c'est celle de consolider une plateforme digitale que l'on met en œuvre actuellement au sein de l'IRT pour permettre de développer un outil d'aide à la décision qui s'appuie sur de la modélisation à la fois des systèmes de mobilité et aussi des systèmes des réseaux énergétiques. Derrière, l'idée, c'est de pouvoir identifier ou explorer, je vois plus bien les slides, explorer les scénarios du futur et de venir les qualifier avec un certain nombre d'indicateurs et de construire en face de ça le storytelling, les histoires qui vont avec. Voilà, l'exemple clé, c'est un des exemples parmi d'autres, pardon, si on se place à un horizon 10 ans avec une part significative des véhicules individuels, peut-être 30 ou 40% qui seront ou seraient des véhicules électriques. Factuellement, comment est-ce que tout ça va fonctionner à l'échelle en termes de production, distribution d'énergie, appel sur le réseau, déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire. Voilà. Donc, pour ce faire, donc cette initiative-là que l'on projette sur une durée de 3 à 4 ans avec un démarrage au premier ou second trimestre 2024, elle a le support à la fois de l'AIT, de l'Agence pour l'innovation des transports, et de la PFA, la plateforme pour la filière automobile. Et donc, l'idée, c'est d'adresser un certain nombre de verrous, parmi lesquels la construction d'un consensus sur un certain nombre d'usages attendus et derrière des métriques qui correspondent. Voilà, dans quelle proportion est-ce qu'on peut se projeter pour telle ou telle technologie, quels seront aussi peut-être préfigurer les services qui seront associés au passage à l'échelle de ces nouvelles technologies. Il y a une réflexion qui sera conduite sur la résilience de ces systèmes, leur capacité à soutenir d'un point de vue technique et peut-être économique un certain nombre de phases transitoires. Beaucoup de travaux autour de la modélisation, je l'ai évoqué, pour interfacer des systèmes de transport et des réseaux d'énergie. Et puis l'idée derrière d'aboutir sur un outil d'aide à la décision pour vraiment préfigurer et planifier ces systèmes. Ça, c'était le premier projet. Le second, c'est un projet qui s'appelle C2A, donc toujours en cours de montage, pour Cyber Security and Safety for Cooperative Automated Mobility. Là, l'objectif, c'est d'explorer et d'évaluer un certain nombre de critères qui ont affaire à la sécurité et à la sûreté de fonctionnement des systèmes de transport connectés et autonomes.
Donc, il y a un nombre de verrous techniques qui sont identifiés et qu'on souhaite traiter. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle la misbehavior detection, donc la détection des comportements malveillants et la capacité à réagir en temps réel. Des impacts croisés entre cybersécurité et sûreté de fonctionnement. La capacité aussi d'adresser de façon conjointe des enjeux qui combinent la sécurité, la confidentialité et la sûreté de fonctionnement pour finalement appréhender différentes technologies de communication et voir comment est-ce que ces enjeux peuvent être plus ou moins bien couverts par ces nouvelles technologies. Et puis enfin, des réflexions autour de la cryptographie post-quantique dans ces environnements. Il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont pré-identifiés autour des usagers vulnérables, autour des problématiques d'intermodalité entre véhicules connectés et ou autonomes et autres modes de transport, et puis tout ce qui relève des intersections intelligentes et finalement aussi des valets de parking. Donc là, un projet qui devrait démarrer sur le premier trimestre de l'année 2024 pour une durée de 3 ans. Et le dernier projet en cours de montage s'appelle JNI 2 et est centré sur l'optimisation de la chaîne logistique et des ressources de production. L'objectif, là, c'est de s'appuyer, de développer des solutions de jumeaux numériques pour optimiser la chaîne logistique sur l'ensemble des cycles de vie industriels, y compris la logistique inverse. Et donc, ce projet-là, il fait partie d'un programme plus global, JNI, que l'on met en œuvre depuis un peu plus d'une année au sein de l'IRT Systemics, donc sur les jumeaux numériques industriels, avec des préoccupations notamment sur les problématiques d'interopérabilité. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur un certain nombre d'outils et de méthodes qui relèvent du programme cadre, et puis de les augmenter pour cette thématique spécifique de la logistique. Donc, les verrous qui sont identifiés tournent autour des modèles d'optimisation auto-adaptatifs, donc qui viennent à la fois combiner les processus industriels et l'ensemble de la chaîne logistique sur son cycle de vie. Il y a aussi l'idée de pouvoir hybrider des méthodes et des approches qui sont scientifiques ou industrielles qui sont déjà éprouvées, telles que de l'optime, de la simulation et un certain nombre de connaissances métiers, et d'hybrider ça avec de l'apprentissage basé sur des données. Et puis de pouvoir traiter la gestion des incertitudes et donc de développer des modèles adaptatifs afférents. Donc là encore, un projet que l'on projette sur une durée de 3 ou 4 ans avec un objectif de démarrage au second trimestre l'année prochaine. Donc comme je le disais, pour ces 3 projets-là, on recherche, donc les appels sont ouverts pour des partenaires industriels. Nous, on est sur des positionnements qui sont plutôt sur des TRL entre 4 et 7. Et les partenaires que l'on recherche peuvent être soit des porteurs de verrous techniques et scientifiques, soit des porteurs de cas d'usage. Voilà, pour mémoire, l'IRT Systemics, c'est un opérateur de R&D sur le champ de l'ingénierie numérique. Et donc, on met en œuvre des projets collaboratifs pour lesquels on intervient sur la coordination et aussi sur la réalisation avec nos équipes internes, mais que l'on hybride ou que l'on combine avec les équipes de nos partenaires industriels et académiques. Et donc, pour ce faire, on accompagne ces projets d'un incitatif financier qui est de l'ordre de 40%, donc qui relève de France 2030. Voilà, j'ai fait le tour de la thématique. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat et je pourrais y répondre. Merci beaucoup, Yann. On va passer à l'intervention de Dinergie avec Arthur Richer. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. C'est un vrai plaisir et merci à Systematic
de m'avoir convié. Donc Arthur Richers, ingénieur en financement de l'innovation, spécialisé donc dans tout ce qui va être montage appel à projets nationaux comme européens par ailleurs. Alors rapidement, donc, je travaille pour la société d'Inergie, on est spécialisé dans l'accompagnement donc justement sur tous les mécanismes de financement de l'innovation, à la fois sur la partie fiscale, mais également sur la partie donc subvention et appel à projet plus généralement, ce dont on va parler aujourd'hui, et plus spécifiquement du dispositif IDEMO. Alors pourquoi le dispositif IDEMO? En fait, on a accompagné une entreprise dans le cadre de ce dispositif-là qui est toujours en process et dont malheureusement je ne pourrais pas vous citer le nom. Mais voilà, on va parcourir l'accompagnement et suite à ça, on l'a fait labelliser. On a fait labelliser notamment le projet auprès de Systématique. Donc rapidement, je vais vous présenter le dispositif pour que tout le monde sache bien de quoi nous parlons. On va voir on va dérouler notre accompagnement au travers du cas concret. Je ne pourrais pas vous parler du projet comme je l'ai mentionné, mais voilà, ça vous permettra un peu de vous projeter sur les différentes étapes. Et ensuite, nous allons parler, donc évoquer le fait que ce dispositif n'est pas isolé puisque ça fait partie d'une stratégie étatique de financement. Donc le dispositif en lui-même. Rapidement, ici vous avez une fiche, nous réalisons pas mal de veille à ce niveau-là, nous faisons des fiches récap avec des analyses un peu expertes et tout ça en fonction des retours d'expérience que nous avons. C'est la troisième vague pour l'IDEMO, c'est la troisième fois que ce dispositif est mis en place. Ça soutient, donc c'est un dispositif qui est très ouvert, donc toute thématique, entreprise de toute taille. Donc en monopartenaire ou en collaboratif, un budget minimal de projet de 4 millions d'euros, des aides très avantageuses et donc un appel à projet par extension et logiquement très compétitif, qui peuvent aller de 50 à 80% de prise en charge du montant du projet. Les projets visés, ça va être des projets à impact environnementaux et sociétaux très forts. Donc avec un TRL, une maturité technologique, donc en début de projet, en phase de prototypage, jusqu'à en fin de projet, un démonstrateur industriel, pré-industriel, on va dire. Le but, c'est réellement d'aller implémenter ça et disséminer la solution sur le marché. Donc voilà à peu près. Ce qui est très important, et nous, ce qu'on répète énormément, et ce qu'on a fait dans l'accompagnement, c'est l'aspect écosystémique, donc filière, vraiment qui est mis en avant par l'État et le financeur à ce niveau-là, où il faut vraiment avoir une logique de construction au global, écosystémique, avec l'ensemble de la filière sur l'apport de votre solution. Ensuite, les différentes étapes clés. Donc, comment ça se passe? C'est un processus de sélection qui est long. Forcément, les montants d'aide sont importants, donc c'est assez allongé. Les phases d'instruction sont complexes. On commence, nous, par une qualification. On ira plus en détail dans notre accompagnement spécifique par la suite, mais on commence par une qualification. Ensuite, il faut compter 1-2 mois, généralement, d'expérience pour monter le projet. Donc, définir les lots, les premiers critères, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle une phase de pré-dépôt. Ici, donc, ça va être un PowerPoint qui va vous être demandé, le descriptif du projet, mais il faut l'avoir vraiment bien travaillé. S'ensuit une phase entre 2 semaines et 1 mois d'instruction de la part du financeur avant un oral de présentation. Vous allez passer devant une commission. Si le financeur considère que vous avez passé cette phase, vous passez à la phase du dépôt du dossier complet. Donc là, ça va être approfondir tous les aspects du projet avant, enfin, de passer à l'attribution du financement. Donc, toute une phase de négociation avec le financeur, question-réponse avec un comité d'expertise. Plus concrètement, par rapport aux clients que nous avons pu accompagner dans ce cadre-là, comment ça s'est passé? Comme je vous disais, première phase, c'est une qualification. Donc ici, nous, on va challenger et vérifier l'éligibilité du candidat. À savoir, on va réaliser une analyse financière, que ce soit au niveau du taux d'endettement, des ratios de fonds propres, etc., et également une analyse technico-économique pour commencer un peu à débroussailler, commencer à mettre en forme les premiers piliers du projet et voir s'ils correspondent bien avec l'appel à projet en question. Ensuite, on va rentrer dans l'accompagnement plus global de la construction du projet en général. Donc, il va y avoir tous les aspects techniques sur lesquels c'est assez complémentaire avec l'accompagnement que vous proposez systématique, qui, lui, va être beaucoup plus orienté sur vraiment le technique pur, et nous, on va être plus sur la corrélation avec le cahier des charges et les attendus du financeur. Donc, les aspects techniques, les lots, etc., mais également les aspects financiers, donc budget, prévisionnel économique, un plan de financement, etc., co-construction du support
également, qui est assez complexe. C'est beaucoup d'informations, il faut être très synthétique, et en même temps, on en est vraiment à un niveau de wording en termes de précision. Et on accompagne également pour tout ce qui va être labellisation, donc prise de contact avec les pôles de compétitivité et lancer les démarches, renseigner sur comment labelliser le dossier, etc. Ensuite, on passe au pré-dépôt. Il va y avoir donc toutes les démarches administratives après l'élaboration de ces pièces-là. Donc, gestion de la plateforme, voilà, pas mal de pièces demandées. Vous avez le détail dans la présentation directement. S'ensuit du coup l'oral de présentation. Ici, on va vous accompagner, on va organiser des oraux blancs. Nous, c'est ce qu'on a fait avec le client. On a organisé pas mal d'oraux blancs. On réalise plusieurs itérations, autant que nécessaire en soi, jusqu'à ce qu'on considère que ça soit bien solide. Et pour ça, on a une forte expertise en interne avec des personnes qui ont plus de 20 ans de métier et des personnes qui ont passé plus d'une dizaine d'années au sein de la BPI également. Donc, ça nous permet aussi d'avoir l'autre côté du miroir, si je puis dire. Typiquement, dans le cas concret, pour revenir un peu à l'accompagnement client, on a réalisé et on a un peu tissé toute la réponse de l'appel à projet autour des aspects environnementaux, deep tech, et également, il y avait une question de management de data autour de la souveraineté nationale européenne, qui est très important en tant que contexte et qui est mis clairement en avant, à la fois dans les besoins filières et à la fois dans les besoins côté financeur. Donc voilà, ça va être toutes ces choses-là qu'on va analyser, qu'on a travaillé en l'occurrence avec le client pour le faire ressortir et tisser ça tout au long de la présentation du projet. Suite à la phase donc de l'oral de présentation, le client a reçu une notification comme quoi c'était bon, il pouvait déposer son dossier complet. Le dossier en question, le projet en question est en partenariat avec un laboratoire. Donc c'est également un aspect, il y a toute une phase de sécurisation du consortium, la réalisation d'un contrat sur laquelle nous accompagnons aussi. On peut aussi vous aider à aller chercher les partenaires en fonction des besoins. Et donc, suite à ça, vous avez un premier retour de la part du financeur, en l'occurrence du BPI, avec les différents points d'amélioration. Ici, nous, on a pas mal challengé donc, le modèle d'affaires, qui était en plusieurs phases. Il y a toute une consolidation des lots, des budgets associés aussi, parce qu'on commence à vraiment rentrer dans le détail. Les financeurs demandent une granularité très fine. Donc, c'est vraiment un travail de fond à réaliser. On va également travailler autour des verrous, de l'état de l'art, bien conforter donc, en quoi le projet est innovant et va développer la littérature. Ensuite, il y a toute une orientation stratégique qu'on travaille avec le client autour de la définition des coûts, leur catégorisation. Vous avez 2 catégorisations différentes qui vous accordent un taux de financement différent. Et donc, c'est ici qu'on va challenger, travailler ça pour avoir un financement optimal, donc entre guillemets le plus haut possible, mais également le plus réaliste possible. Donc ça va être toute une phase de négociation qu'on va de même sur laquelle on va accompagner également sur toute la phase donc d'attribution du financement, d'audit de la part du financeur, où là, vous allez avoir des retours, des challenges de la part d'experts techniques. Alors, quand on parle d'experts techniques, ça peut être sur tous les aspects. Typiquement, ici, on a reçu un retour où ils ont challengé le modèle d'affaires, les apports techniques du laboratoire partenaire, mais également le contexte réglementaire autour du déploiement de la solution. Donc voilà, c'est très large, ça demande une bonne maîtrise, une bonne connaissance et d'avoir très, très bien creusé le projet. Et c'est sur tous ces aspects-là qu'on va aller, challenger nos clients. Donc, pour vous donner quelques exemples de documents, ici, typiquement, c'est toute une matrice qui est demandée. Donc, j'ai coupé le nombre de lignes, mais il y en a plus d'une centaine sur la définition des postes de dépenses et du budget associé, avec à chaque fois une clarification, des justifications, etc., etc. Vous avez un prévisionnel économique aussi, donc assez complexe, où il faut diviser par typologie de produit. Il faut mettre en avant les emplois créés, la création de valeur à 5 ans également. Une fiche, ici c'est un extrait donc, de la grille d'impact qui est demandée. Donc de plus en plus, on constate chez les financeurs une tendance à demander de plus en plus de quantification, une mise en parallèle avec une solution de référence sur les impacts concrets, environnementaux, sociétaux qu'apporte la solution développée, ce qui est une très bonne chose, mais qui demande réellement un travail de fond supplémentaire. Voilà à peu près, donc il y a pas mal d'autres pièces également, mais on pourra en parler. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mettrai mon contact ensuite dans le chat directement.
Et enfin, sur les 10 petites secondes qui me restent, il faut bien se dire que le dispositif IDEMO rentre dans une catégorie beaucoup plus large où l'État met en avant un certain montant d'aides qui vont couvrir de la phase R&D, purement laboratoire avec l'iLab, jusqu'à la phase de déploiement, donc le but de l'IDEMO ici. Donc il y a une vraie logique sur laquelle on accompagne également. Il y a tout un travail d'ingénierie financière à faire pour sécuriser le développement de vos projets. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, je répondrai directement dans le chat et je vous laisse la main. Merci. Merci beaucoup. On va passer. Je vous laisse la parole, Oriana, pour la présentation de l'AMI 5G Open Road. Oui, bonjour. Je vais juste enlever ça. Donc, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Juste un petit mot en introduction sur le projet 5G Open Road. Le projet 5G Open Road a démarré il y a déjà 2 ans et c'est un projet qui dure 3 ans sur lequel on est des 17 partenaires à travailler et l'objectif de ce projet 5G Open Road, c'est de tester les apports de la 5G sur tout ce qui va être mobilité connectée. Dans le cadre de ce projet, on a développé un certain nombre d'assets et l'objectif de l'AMI que nous lançons avec Systématique et l'ensemble des partenaires du projet est de mettre à disposition les assets que l'on a développés dans ce projet, de les mettre à votre disposition pour voir comment ils pourraient être utilisés. Donc, on a lancé l'AMI hier lors de l'événement 5G Open Road organisé par Systématique à Télécom Paris. Et on est prêt à étudier toutes les propositions pour utiliser, pour enrichir notre plateforme 5G Open Road avec aussi bien des nouveaux cas d'usage que tester des briques technologiques. Donc, on a 2 parties dans cette AMI, une partie qui est plutôt R&D, qui est portée par Nokia, et une partie qui est plutôt cas d'usage et qui est portée par Systématique. Alors, la partie R&D, alors qu'est-ce qu'on va mettre à votre disposition? On a déployé un réseau 5G privé sur la zone de Polytechnique entre donc Polytechnique et Télécom Paris. Donc c'est un réseau complètement privé avec de la 5G en 2.6, avec un cœur de réseau, avec des capacités Edge qui peuvent être mis à disposition. Bouygues est également partenaire du projet 5G Open Road et propose une infrastructure là publique. Et on a des partenaires comme Capgemini ou La Croix qui vont également proposer de travailler sur de l'infrastructure débarquée. Et donc, on peut imaginer mettre à votre disposition ces briques, toutes ou en partie, en fonction de vos problématiques qui pourraient être attestées. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, soit des tests techniques, des briques technologiques, ou alors des nouveaux cas d'usage. Vous serez accompagné par les personnes du consortium actuel, les partenaires du consortium actuel. Donc, on a également tous les partenaires qui sont les partenaires de l'automobile dans ce projet 5G Open Road, donc Stellantis, Renault, Valeo, Mila, qui est un constructeur aussi de navettes autonomes. Et ces partenaires pourront vous accompagner pour la mise en place de votre brique technologique ou votre cas d'usage. Là, j'ai mis quelques exemples, mais c'est vraiment pas limité. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction des idées que vous pouvez avoir, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, parce que justement, l'objectif là, c'est de voir comment ouvrir la plateforme et pourquoi pas à l'ouvrir à d'autres choses que de la mobilité. Donc, si vous avez des cas d'usage qui sont dans la mobilité, c'est très bien, mais si vous avez également des cas d'usage qui sont hors de la mobilité, mais qui permettent
qui peuvent être intéressants, qui peuvent être déployés sur la plateforme, on regardera vraiment tous les cas d'usage. Dans la plateforme, alors on a, comme je vous l'ai dit, toute une partie physique qui est déployée sur le site sur le quartier Polytechnique, mais on a également la possibilité de travailler en site virtuel avec de la simulation, de la simulation, par exemple, on peut utiliser Carla ou d'autres logiciels de simulation pour pouvoir également avoir des expériences qui vont se faire soit sur du réel, soit sur du virtuel, soit également mixer et de faire ce qu'on appelle du mix reality, c'est-à-dire une partie en virtuel et une partie en réel. Alors là, nous, c'est vraiment un AMI qui est très court pour vraiment tester notre plateforme et voir comment les personnes, comment elle pourrait être utilisée. Donc, on a lancé, comme je l'ai dit, l'AMI hier. On va répondre, enfin là on se donne un mois pour répondre, 2 mois pour répondre à toutes les questions. On va prendre vraiment les questions et les projets au fil de l'eau. Donc si vous avez tout de suite une idée, n'hésitez pas, n'attendez pas le 31 janvier pour nous la soumettre. On regardera vraiment les questions, les propositions de coopération au fil de l'eau et on répondra au fil de l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera constant. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'une durée de 3 à 6 mois pour pouvoir présenter les résultats, ou en tout cas une partie des résultats lors du prochain événement, donc en Q3 2024. Et puis, l'objectif, c'est de voir comment il sera possible, si là on travaille sur un premier POC, comment il sera possible de faire une évolution hors du scope de cette AMI, mais en proposant un dossier sur France 2030 par exemple, pour avoir des financements et un projet sur 2 ou 3 ans avec des livrables et des objectifs beaucoup plus complexes. Donc là, c'est vraiment un objectif de mise à disposition d'assets pour faire vraiment un POC, une étude, une validation d'une brique technologique. La soumission, on l'a voulu vraiment très simple. Vous pouvez nous envoyer un mail à innovation@5G-Open-Road. Donc, dès maintenant et jusqu'au 31 décembre pour jusqu'au 31 janvier pour répondre à toutes vos questions. Et pour soumissionner à l'AMI, on demande juste 4 bullet points, 4 slides, comme vous voulez, pour répondre aux problématiques du pourquoi, du quoi, qu'est-ce que vous proposez comme solution, comment la plateforme 5G Open Road va pouvoir vous aider à tester ou à valider votre solution, quand est-ce que vous voulez le faire, et puis aussi un petit peu quelques questions sur le qui vous êtes. Les conditions, là, c'est vraiment des conditions qui sont très simples. On propose pas de financement. On met à disposition des assets. On met à disposition des ressources pour vous aider à intégrer les assets, à intégrer votre cas d'usage par rapport aux assets qui sont mis à disposition. Et on reste vraiment simple sur le déploiement. Après, bien sûr, il y aura un contrat de consortium. Alors là, on est un dispositif avec 17 partenaires. La réponse à l'AMI peut concerner un ou plusieurs partenaires. Et donc, il y aura après un contrat entre le partenaire et le soumissionnaire. Donc, je prends un exemple très simple. Si votre besoin, c'est uniquement d'utiliser la 5G privée et d'utiliser le réseau privé Nokia, à ce moment-là, il y aura un contrat entre nous et vous, et on vous donnera les cartes SIM pour tester votre cas d'usage sur
sur le réseau 5G et on vous aidera à l'intégrer. Si ça comprend également la perception qui est mise à disposition dans le cadre du projet par VDCOM, et bien à ce moment-là, on fera un contrat avec 3 personnes, avec vous, nous et VDCOM. Voilà. Donc, en fonction des cas d'usage, on orientera vers le partenaire et il y aura après un accord entre vous et le partenaire. Voilà, donc je pense que j'ai été dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et puis on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est à mon tour. Bonjour à tous, donc Thierry Louvet, directeur Europe international au pôle systématique. Donc pour cette partie Europe de notre webinaire, mon collègue de systématique Léo Benedetti et moi-même allons vous présenter en fait deux catégories d'appels à projets européens. D'une part, ceux du volet numérique du cluster 4 d'Horizon Europe, cluster 4 qui adresse les sujets industrie, numérique et espace. Donc Horizon Europe, le programme cadre pour la recherche et l'innovation de la Commission européenne. Et puis, d'autre part, les appels à projets de type Open Call, qu'on appelle également projet en cascade funding, que Léo vous présentera après ma présentation. Pour commencer, un rappel ou pour mémoire, donc les appels à projets que je vais brièvement vous présenter, donc ils s'inscrivent donc au sein d'Horizon Europe et notamment dans ce que la Commission appelle le pilier 2 et plus spécifiquement le cluster 4. C'est celui qui est entouré dans la planche que vous avez sous les yeux, hein, donc numérique, industrie et espace. Et donc ce sont ces appels à projets-là que je vais vous présenter et plus spécifiquement ceux qui ont une dimension numérique. Tous ces appels à projets, à l'exception de quelques-uns que je préciserai, seront officiellement ouverts le 15 novembre. Et pour une clôture au mois de mars 2024. Et par ailleurs, on est concerné ici par 3 destinations sur les 6 que compte le cluster 4, à savoir à nouveau celles qui traitent des sujets numériques. La première destination, c'est, vous la voyez sur cette planche, c'est celle qui s'appelle World Leading Data and Computing Technologies, et avec un sous-thème qui traite donc du partage des données et des capacités analytiques. Une bonne façon de retrouver, et c'est important d'avoir toujours ça en tête, c'est que chaque appel à projet a une signature, hein, et donc c'est important que quand vous voulez regarder sur le portail de la Commission européenne ou quand vous nous contactez pour avoir des informations, que vous précisiez bien de quel appel à projet il s'agit. Donc en l'occurrence ici le projet Data 0101, lui il concerne en fait la fourniture en fait d'espace européen commun de données et la fourniture de données intégrant des mécanismes fiables pour surveiller, contrôler et tracer les transactions sur les données afin d'en assurer la conformité. Donc ça c'est le premier appel à projet, donc Data 0101. Les 2 autres appels à projet, Data 0103 et 0105, eux concernent la thématique Cloud Edge IoT pour les données européennes. En l'occurrence, le Data 0103, donc Piloting Emerging Smart IoT Platforms and Decentralized Intelligence. Lui, en fait, il vise à aboutir donc au développement de systèmes destinés à devenir des plateformes ouvertes à la base d'un écosystème ouvert émergent et qui doit inclure ETI, PME et start-up dans l'idée de favoriser des solutions de type Edge Computing.
Le Data 0105, lui, c'est une CSA, donc c'est une action de support, donc différente des deux appels à projets précédents que j'ai mentionnés. Lui, en fait, il est spécifique, il porte en fait sur la collaboration internationale, en fait, avec ce que la Commission appelle des régions partenaires de confiance, dans le but de favoriser l'interopérabilité et la portabilité, toujours sur le marché des services cloud et edge pour l'industrie européenne du cloud edge et des logiciels, et faciliter l'accès de l'Europe aux marchés étrangers. On reste toujours sur la destination 4. On passe à la destination 4, qui s'appelle Digital and Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal, avec la thématique donc IA, data et robotique. On a ici en fait deux appels à projets, Digital Emerging 0103 et Digital Emerging 0104. Dans le premier cas, on est sur des projets qui sont quand même d'envergure, pour le coup, avec un fort focus sur la robotique et notamment l'usage de l'IA dans la robotique. Et le second projet, lui, est encore plus large, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est sur des projets qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros. Et qui lui vise en l'occurrence deux catégories, toujours sur la robotique, mais avec l'introduction de la partie données, sachant que dans un cas il y aura des sujets qui seront data, IA et robotique, et le deuxième uniquement IA et data, sans spécifiquement avoir de lien avec la robotique. Donc on se focalise uniquement sur les liens entre IA et données. Donc ça, c'est pour les deux projets 0103 et 0104. Toujours sur la partie destination 4. Là, ici, on a trois autres projets qui, eux, sont vraiment dédiés, pour le coup, ici, notamment à l'open source et le recours à l'open source, au logiciel libre pour les technologies cloud et les technologies logicielles. Alors j'insiste surtout sur les deux premiers, parce que le troisième c'est une CSA et qu'il a une vocation spécifique, comme vous pouvez le voir. Sur le Digital Emerging 0121, donc Open Source for Cloud Edge to support European Digital Autonomy, on est ici sur un projet qui a pour ambition, donc c'est une Research Innovation Action, de développer, en fait, faciliter l'émergence d'une architecture européenne ouverte pour le cloud et pour le edge computing. Quant au deuxième, qui traite des fondamentaux du software engineering, on est sur l'objectif en fait que souhaite atteindre la Commission européenne, c'est de développer en fait une ingénierie logicielle qu'elle appelle responsable, au sens où elle est attentive à la réduction, à l'optimisation de l'utilisation de l'énergie, à la réduction de l'empreinte environnementale, à la sécurité par design et à la protection des données, autour de trois use cases industriels ou sociétaux qui seront à présenter dans le cadre de cet appel à projet. Je mentionne rapidement le 0123, donc Public Recognition Scheme for Open Source, qui sera qui est une CSA. Il y aura un seul projet de financé et il s'adresse vraiment à la communauté du logiciel libre européenne, et il vise en fait à proposer un système de prix au profit des communautés du logiciel libre, dans l'idée de récompenser en fait les meilleures contributions en termes de logiciel libre en Europe. Toujours la destination 4, on a ici, alors il y a un appel à projet qui a été annulé, le 0134, donc je ne vais ici mentionner que le 0131, très spécifique puisqu'il traite de graphène. Donc ça parlera plus à ceux qui sont dans ces sujets-là, et donc c'est un projet là pour le coup qui est assez important, avec un seul projet financé, donc il s'adresse à un type d'acteur bien particulier.
Sur la partie Quantum, qui est une partie importante du programme Horizon Europe Cluster 4, alors il y a par ailleurs un Quantum Flagship, donc un programme spécifique, d'ailleurs qui est en lien avec les appels à projets quantiques d'Horizon Europe. Il y a donc ce projet qui s'appelle Digital Emerging 0145 qui traite de quantum sensing et de métrologie, avec là 3 projets qui seront financés, et on est sur des TRL qui devront atteindre des TRL 6 à 7, donc c'est ce qu'on appelle une Innovation Action. Photonique, il y a un volet photonique également dans ce cluster 4 avec deux topics, le 0154 et le 0155, un qui est une area et qui est dédié à l'usage à la photonique dans les réseaux de communication, pour lequel 4 projets seront financés, et puis un autre projet, le 0155, Photonics Innovation Factory for Europe, qui est en lien d'ailleurs pour les deux d'ailleurs avec le partenariat photonique au niveau européen. Et là, l'idée c'est de proposer en fait une usine virtuelle pour en fait favoriser l'innovation et l'usage en fait des technologies photoniques au profit de l'industrie européenne. Donc et là on n'aura qu'un seul projet qui sera financé, donc on peut considérer que ça sera effectivement un groupe d'acteurs déjà identifié au niveau européen qui probablement est fléché vers cet appel à projet-là. Je passe rapidement sur ces deux-là parce que ils ont été en fait annulés, et c'est important, et ça a été annoncé seulement cette semaine par la Commission européenne. Alors si je mets un modulo, c'est encore annoncé de façon, on va dire, semi-officielle, mais il y aura une annonce qui sera faite probablement sur le portail de la Commission européenne. Il y a de fortes chances que ces appels à projets-là resteront annulés, mais il est toujours possible qu'il y ait des changements de dernière minute. Sur la destination 6, c'est celle qui effectivement a été, il y a eu des modifications. Il reste toujours une CSA qui s'adresse aux points de contact nationaux et un soutien aux activités transnationales des points de contact nationaux. Et puis, j'en termine là, un nouveau topic qui sera dans la destination 6, AI Data Robotics, qui a été annoncé très récemment, en l'occurrence cette semaine, par la Commission européenne, mais qui fera partie, je le mentionne juste là pour information, mais qui fera partie d'une vague suivante du cluster 4 et qui sera lancée seulement à partir du mois d'avril 2024. Voilà, avant de passer la parole à mon collègue Léo, donc je vous invite à nous contacter si vous avez un intérêt pour l'un de ces sujets, et le mail de contact sera affiché à la fin de la présentation de Léo sur les open calls. Léo, la parole est à toi. Merci Thierry, je pense que c'est bon, ouais. Bonjour à tous, merci d'être connectés pour ce webinaire. Je vais passer en revue quelques open calls qui sont ouverts et qui ont des deadlines au mois de novembre. Moi, c'est Léo Benedetti, je suis chargé de projet européen chez Systematic. D'abord, un petit rappel sur le Cascade Funding. Donc on appelle Cascade Funding les projets européens qui ont été financés sous des programmes comme Horizon Europe, par exemple. Donc des projets européens qui ont pour but de redistribuer une partie du financement qui leur a été alloué en créant des mini-appels à projets qu'on appelle open call et qui sont compétitifs. En récompense pour les candidats qui sont sélectionnés, on a souvent des mini-grants, donc des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 € par projet. On a aussi des programmes d'accompagnement, de coaching. On a aussi des programmes de jumelage, de transfert de connaissances qui vont faciliter la mise en relation des fois de PME avec des centres de recherche dont ils n'auraient pas forcément eu l'idée de collaborer.
avec lesquels. Et ici, quelques exemples de projets dont Systématique est partenaire et qui aussi font bénéficier ce genre de structure d'Open Call. Le projet Security, Alliance, qui s'est terminé en septembre, Reach, RIMA, Adma Transformers. Voilà, ce sont des projets européens qui ont une partie de leur financement alloué à la création d'Open Call et à être redistribué. La plupart des Open Calls sont beaucoup plus accessibles que des appels Horizon Europe, par exemple, parce que les critères d'éligibilité et la procédure de candidature sont souvent simplifiés. On est sur des dossiers de 10 à 15 pages, pas plus. C'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible aux petites structures qui n'ont pas forcément les moyens d'allouer beaucoup de ressources aux candidatures à des programmes plus conséquents. Aujourd'hui, il y a 7 open calls à revoir et à vous présenter, et toutes les deadlines sont en novembre, à commencer par le premier open call qui est Sustain, et qui va viser à développer des projets de TRL 4 à 6 dans le domaine du smart building. Voilà, deadline au 1er novembre, subvention jusqu'à 50 000 € par projet. Au niveau de l'éligibilité, on peut candidater seul ou en consortium. Et voilà, le but, le critère d'éligibilité principal, c'est d'être établi dans l'Union européenne, dans un pays membre de l'Union, ou un pays associé au Single Market Programme de l'Union européenne. Ici, en fait, Sustain, c'est un projet européen qui vise à créer un outil numérique innovant pour évaluer la maturité intelligente des bâtiments. Et ici, on va aller chercher des PME qui vont essayer d'intégrer leur technologie d'IA, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'IoT, ou plus en général des technologies reliées au BIM, qui vont intégrer donc ces technologies à cet outil numérique innovant et donc agrémenter, rendre cet outil plus exhaustif. À noter que tous les candidats récompensés devront à terme publier un livre blanc ou présenter le projet dans des revues ou des conférences scientifiques. Donc il y a aussi ce volet scientifique à considérer. Le deuxième open call, c'est l'open call Caméléon qui a aussi une deadline au 1er novembre. Celui-là vise à financer jusqu'à 60 000 € les bénéficiaires et les candidats qui seront sélectionnés. Donc Caméléon, comme le projet précédent Sustain, a développé sa plateforme et qui vise à adresser des challenges liés à l'agriculture, à la sylviculture et à la surveillance du bétail en appliquant des technologies embarquées, donc, que ce soit drone, terrestre, aérien. Donc le but ici, c'est pour chaque candidat d'apporter de nouvelles approches, de nouvelles technologies liées au drone dans des domaines tels que l'accès à la forêt, l'état sanitaire des vignobles, la détection de ravageurs ou de champignons, la surveillance des sentiers de randonnée, chute de neige, surveillance du bétail, voilà, tout ce qui est lié à l'agriculture, sylviculture. Ces projets qui seront financés seront composés d'un mois de planification, de 4 mois de mise en œuvre et d'un mois d'exploitation et de dissémination des résultats. Troisième open call, c'est l'open call ICOS qui lui aussi est issu d'un projet qui a développé sa plateforme, son infrastructure. La deadline est au 2 novembre et les candidats pourront candidater en tant que consortia de 2 PME ou ETI composés d'un fournisseur numérique, donc un fournisseur d'infrastructure ou de flotte IoT, et d'un end-user qui viendra apporter son cas d'usage. À savoir que la subvention va jusqu'à 200 000 € par projet, avec 150 000 € pour le fournisseur d'infrastructure et de flotte IoT, et 50 000 € maximum pour l'end-user. Ici, les points clés, c'est d'adopter l'infrastructure ICOS. Je vous ai mis le lien ici, vous pourrez cliquer une fois que vous aurez les slides à disposition. Avec plusieurs use cases à privilégier, qui seront apportés aussi, qui seront appliqués à un domaine ou à un autre qui sera apporté par l'end-user.
Donc des scénarios hétérogènes avec déploiement de dispositifs mobiles, Edge IoT, exécution distribuée des scénarios en traitant des problématiques de sécurité, de confidentialité, l'approche Swarm, entre autres. Et les domaines exclus ici, parce qu'ils sont déjà traités par les partenaires du projet ICOS, sont la robotique agricole, l'inspection ferroviaire, les véhicules automatisés, la gestion de l'énergie à des fins domestiques. Quatrième call, c'est le call Foodity, donc qui va appeler à des projets de 12 mois arrivant à un TRL 7, qui traite de technologies analysant de la data et liées à l'industrie agroalimentaire. La deadline est le 8 novembre prochain et chaque projet pourra être financé de 187 500 €. Ici, les candidats qui sont invités à participer sont forcément des consortia de 2 à 3 partenaires. Chaque partenaire doit être impliqué plus ou moins vivement dans l'industrie agroalimentaire. Chaque consortium doit être coordonné par une PME qui va fournir une techno qui traite de la data pour l'industrie agroalimentaire. On peut aussi faire entrer dans le consortium des acteurs académiques ou des acteurs de l'innovation sociale, type association de consommateurs, et ou des organismes de formation. À noter que tous les projets doivent aussi avoir en vue l'aspect souveraineté des données européennes et souveraineté citoyenne. Donc, ça veut dire que l'aspect du citoyen qui garde le contrôle sur l'utilisation de ces données doit être considéré. Les 3 domaines plus précisément dans l'industrie agroalimentaire à être traités sont la nutrition personnalisée, la durabilité alimentaire et les expériences d'achat. Passer au prochain. Le prochain Open Call, il est un peu spécial parce qu'il invite à candidater pour participer à une mission au Japon. On invite ici des PME ou clusters qui sont impliqués dans le smart manufacturing ou les mobilités intelligentes à participer à une mission qui aura lieu du 12 au 15 mars prochain, et qui aura lieu au Japon, donc avec une deadline pour les candidatures au 24 novembre. En subvention, vous aurez droit à jusqu'à 600 € de subvention pour les participants, donc frais de transport, frais de logement, une participation gratuite à des événements de networking et au salon Smart Manufacturing Summit, qui est dédié aux innovations japonaises et européennes pour l'industrie 5.0. Voilà, j'ai dit l'éligibilité PME cluster lié au secteur Smart Manufacturing, Smart Mobility, établi dans un pays membre de l'UE ou associé au Single Market Programme. Le prochain Open Call, c'est 6G XR. Donc, comme son nom l'indique, il va traiter des technologies liées à la 6G et à la réalité étendue. C'est un projet qui va aussi avoir pour but d'intégrer des solutions dans 4 infrastructures différentes qui ont été créées, infrastructures de recherche, tout lié à la 6G et à la réalité étendue. Cet Open Call a une deadline au 27 novembre, financera des entités individuelles, toute entité éligible à l'Horizon Europe, et donc le financement s'élève jusqu'à 60 000 €. Je vous ai mis les termes assez techniques, mais je vous les ai listés en bas aussi. Et je pense que c'était le dernier appel que je voulais mentionner. C'est un open call qui vise ou qui appelle à des projets de 18 mois qui vont utiliser encore là une méta-architecture, donc le projet Nemo, méta-architecture Edge Cloud IoT, pour y intégrer, y agrémenter des nouveaux logiciels, des nouveaux plugins donc liés à l'edge computing, au cloud computing et à l'IoT. La deadline est au 30 novembre. Le financement s'élève à 150 000 € par bénéficiaire. On invite ici seulement des PME à candidater, des PME qui sont établies dans l'Union européenne ou dans un pays associé à Horizon Europe. Je vous ai mis aussi le développement des projets qui se fera en 3 phases. La phase de présentation technico-commerciale, où vous pourrez toucher jusqu'à 30% du financement. Ensuite, la phase de développement
qui traitera du développement en lui-même et de la validation du MVP, où vous pourrez toucher jusqu'à 80% des 150 000. Et pour finir, la phase de validation, avec certainement une démonstration à faire et une phase d'accompagnement sur l'exploitation des résultats, où vous pourrez toucher jusqu'à 100% du financement. Pour ce qui est des aspects techniques, vous avez aussi le lien vers la description de la méta-architecture Nemo. C'était tout pour moi. Je pense que si on n'a pas de questions, je vais juste vérifier. Non, pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Soumaya, est-ce que je te laisse dire le mot de la fin? Très bien, très bien. Merci à tous pour votre participation. Vous pouvez nous contacter pour toutes vos demandes d'accompagnement en envoyant vos demandes à l'adresse dépôt projet pour les accompagnements vers les dispositifs nationaux et pour tous les appels à projets européens qu'on vous a présentés ce matin et aussi les autres appels en cours. N'hésitez pas à contacter le service Europe. Et un dernier point, les accompagnements sont gratuits pour tous les membres à jour de cotisation et on vous donne rendez-vous le 1er décembre prochain. Merci, au revoir.